Anthony, bienvenue. Je vais me présenter rapidement parce que on ne s'est jamais vu. Oui, c'est la première fois Didier, donc, que je viens. ouais, ouais, c'est bien. Je suis trésorier du CEO et rédacteur du CEO Mag. Voilà. D'accord. Je suis actif sur quelques machines, moins que Jean-Marc qu'on a plein son couloir là. Mais je suis surtout sur Auric. En fait, j'ai déjà pas beaucoup de temps d'en faire, alors les autres machines, j'ai encore moins. D'accord. Ouais, je vais me Et toi? présenter. Donc, moi, je suis électronicien de formation, enseignant. Mm. Et l'Auric était mon premier ordinateur quand j'étais au collège. Et je l'ai ressorti des cartons il y a quelque temps. Enfin, il y a peut-être un mois, grosso modo. Et je suis également radio-amateur. Alors, je vais vous faire visiter un peu l'atelier. Donc ça, c'est le... Déjà, déjà, on part en handicap. Enfin, moi, je pars avec un handicap. Hein. Je suis nul en électronique Voilà. et puis c'est comme Donc ça. là, c'est le côté un peu bricole avec les Alors, composants. on voit Ouais. Loric, ouais. Mm. De l'autre côté, là, c'est le côté radio-amateur. Alors, on peut voir un Atari ST et un Amiga. Ouais. Et puis de ce côté-là, c'est un autre coin. Il y a un CPC qui est un peu plus loin. Mm. Voilà, qui est en Là, on cours a vu de, qui est, l'écran. On reconnaît. qui On est en reconnaît cours de, l'écran. Ouais. voilà, ouais. Donc, je bricole pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. Et Ouais. ce qui m'intéresse avant tout, c'est les interfaces. Ce qui fait que je me suis amusé à refaire quelques interfaces que j'ai vues sur le net, notamment les Rebus de Canet, donc Ouais. qui est ici. Voilà, c'est le même, sauf que j'ai remplacé quelques circuits intégrés TTL par une PAL 22V10. Donc, par contre, les bascules JK, elles sont rigoureusement identiques. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une autre interface ici. Alors ça, c'est toujours avec un décodage avec la GAL. Là, on a le circuit intégré UART bien connu. C'est comment déjà le 6551. Ensuite, j'ai mis une interface I2C. Un PCF, c'est un PCF combien déjà? 85-84. Et puis un PIA. Alors, j'aime pas trop les 6000, les 68-21, je préfère les 82-55. Donc, j'ai mis un petit 82-55 avec les connecteurs qui sont là. Donc, je m'amuse à faire des trucs avec ça. Et puis là, on a un autre connecteur. C'est pour mettre un afficheur LCD de lignes de 16 caractères. Alors, je les ai essayés, j'ai commandé, enfin, j'ai fait quelques programmes. J'ai trouvé remarquable le SDK Auric, là, en C, puisque à l'école, je fais pas mal de C. Donc, c'était intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme interface? J'ai fait celle-là, j'avais trouvé ça sur Internet aussi. Je ne sais pas qui a fait ça, j'ai trouvé ça original. C'est c'est un peu l'équivalent, ça ressemble un peu à l'Erebus, mais c'est via le port parallèle. Euh, c'est intéressant. Alors évidemment, il y a la ROM qui est patchée. Il suffit de changer la ROM. Et puis ça marche très très bien. C'est rigolo comme truc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça, c'est une autre Qu'est-ce que ça fait? interface. C'est comme le Rebus, ça charge des fichiers, les fichiers TAP, voilà, Mais c'est directement dans le RIC. un Sauf que Tabduino alors? non, parce C'est que un Tabduino, Anthony? non, le Tabduino, il génère le son, je crois. Non, c'est Ouais. pas ça? Il Oui. génère le son, puis il faut Oui. attendre. C'est un émulateur de cassette en fait. Oui, de cassette. Tandis que là, ça charge très très vite. En 1 ou 2 secondes, c'est fait. Hein. Et c'est Jamais sur vu le ça. port imprimante. Sur le port imprimante. Et c'est assez rigolo. Alors on choisit le fichier avec. Je vais mettre ça.
avec 4 boutons là. Donc il y a suivant, précédent, et puis après go. Et puis à partir de là, on fait un cloud, et puis ça y est, ça charge. Et la carte SD, hein, bah, c'est la même que pour les Rébus. Hein. C'est exactement la même. Je la change, et puis bah, pour les Rébus, je la mets sur le côté là. Et puis voilà. En tout cas, bravo Canet J'ai pour le jamais vu travail. cette interface-là. J'ai trouvé ça remarquable. Le travail qui a été fait. Un émulateur, enfin, gérer les routines SD card via le 6802, c'est waouh. Et autrement, j'ai une autre petite interface que j'ai là. Alors ça, je ne l'ai pas monté encore. C'est un adaptateur 5 volts, 3,3 volts. Donc je rentre, je vais mettre ça comme ça. Voilà, je rentre sur le côté là. Il y a quelques buffers. Et donc c'est que des adaptateurs 5.3.3. Et ici, je veux sortir sur... J'ai vu cette petite carte là, je m'étais amusé à faire ça. C'est un circuit logique programmable, 3.3 volts. Et donc ce que je veux, c'est de l'interfacer pile, hop, comme ça, directement. Et voir éventuellement ce que je peux faire, m'amuser à faire des GPIO, et puis par exemple simuler un UART, simuler un système I2C, etc. Enfin, c'est plus pour m'amuser en fait que j'ai fait ça. Voilà, un peu les projets qui sont en cours autour de l'Auric. Alors évidemment, il y a tout le soft à faire maintenant et les expérimentations. Mais moi, je joue pas. En fait, je fais que de la conception et de la programmation en fait. C'est mon truc. Et ça me fait plaisir de sortir le RIC en même temps. C'est rigolo. Ça me détend, en fait. Voilà pour les activités. Alors bon, après, il y a d'autres. Je fais d'autres cartes, hein, évidemment, mais c'est plus dans le domaine de la radio. Donc la communication longue distance, la télémétrie, le positioning, etc. Jean, voilà. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Là, j'ai perdu 10 minutes à essayer de me connecter avec le compte Google. Là, c'est vraiment la merde. Oh. Oh. Comment Mais je me souviens de l'Auric quand j'étais en 5e. Bah, je comprenais pas forcément tout. Je faisais du basique. Voilà, il y avait quelques petits jeux. Je me souviens d'avoir fait une interface, j'en avais bavé, pour mettre la ROM, parce que j'avais l'Auric 1, pour mettre la ROM Atmos dans la partie overlay. Donc il fallait faire une petite interface avec des commutateurs. Ouais, donc j'étais en 5e, 4e. Et donc là, j'étais content d'avoir réussi à faire ça. J'achetais Théorique, la fameuse revue, que je trouvais absolument incroyable. D'ailleurs, le Théorique le rédacteur en chef était un radioamateur, Denis Beaumono, je crois. Bonomo, oui. Ouais, Bonomo, ouais, c'est ça. Et effectivement, j'avais constaté qu'il y avait beaucoup d'articles sur la radio. Je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, je l'ai su que très récemment, en fait. Bon, Jean-Marc, on ne la connaît pas, l'interface sur port parallèle. Là. Le lecteur de table sur le port parallèle, on ne la connaît pas, celle-là. Ouais, celle-là. Je n'ai jamais vu celle-là, Anthony. Effectivement, j'ai jamais entendu parler, non. Alors, il y a... ni vu passer, mais bon. Il y a un Arduino Nano. Voilà. L'afficheur. Ensuite, il y a un buffer 74 LS 240, 244. Voilà, 244. Et puis on balance les octets les uns derrière les autres. Et donc il y a un système d'acquittement qui est effectué. Il faut changer la ROM peut-être.
Ouais, il faut une ROM patchée, ouais. Alors, on n'est pas obligé, D'accord, ouais. l'auteur propose de charger un petit programme basique, enfin, c'est plutôt de l'assembleur, et puis après, on fait un call, et puis D'accord. après, on charge le truc, quoi. Mais avec la ROM patchée, c'est plus simple. Alors, tout ce que j'ai décrit là, je l'ai pas encore fait. Je mettrai ça sur un Git, sur GitHub, puis ce sera classé avec les schémas, J'aime bien quelques exemples de code. l'afficheur, Et puis, le 1602, parce qu'on peut modifier des caractères, on peut faire des trucs sur l'écran, c'est sympa. ouais, ouais, c'est sympa. Alors, il y en a beaucoup qui font aussi avec l'OLED. Ouais, Ah oui. ça, ouais. Ouais. Mm. Mais le programme est ouvert, hein, on peut le modifier. Il est pas très compliqué d'ailleurs à utiliser. Ah oui, j'avais oublié. J'ai fait un autre truc. Je vais aller chercher ça. On va remarquer que je l'ai là. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez cette carte. C'est un ESP32. Alors, l'avantage de l'ESP32, c'est qu'il est Wi-Fi et Bluetooth et qu'il possède un emplacement mémoire pour stocker des fichiers de 1 giga, 1 giga 2 ou 1 giga 3 à peu près. Et donc, ça remplace le Tabduino. Donc, j'ai récupéré le code source, un bout de code source que j'ai mis dedans. Je l'ai adapté sur le SP32. Et en fait, il n'y a pas besoin de carte SD. Il n'y a besoin de rien, en fait. Il y a besoin C'est juste de exprimé depuis le ça. PC. Voilà. Oui, ça remplace le PC, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, le fichier tab, je le mets directement dedans. Et puis après, pour le moment, ça se fait avec un cordon série, mais ça peut se faire indépendamment. Étant donné qu'il est Wi-Fi, au début, je voulais faire une interface portable. Et puis après, avec le téléphone, il suffit de choisir le bon fichier. Je me suis un peu lancé là-dedans parce que je voulais faire la conversion sur CPC aussi. Donc, qui est les deux en même temps. Ouais, le SP32 est un microcontrôleur que j'utilise beaucoup et qui offre pas mal de fonctionnalités. Alors, justement, tu parlais de conversion PC. J'en ai discuté la dernière fois avec Jed, c'est à la dernière visu. Il me disait qu'il s'inspirait beaucoup de ce qui se fait un peu sur ses PC pour ramener ça sur la carte Twilight si ça a un intérêt. Et je ne sais pas si tu connais, il y a la carte M4 pour les CPC qui émule avec une carte SD ou en Wi-Fi, ça émule entre autres un lecteur de disquettes. Donc tu peux monter des disquettes, des points DSK dessus. Et puis tu peux même les lancer depuis ton PC. Dans la carte M4, tu as un petit serveur web. Et sur ton PC qui est dans le même réseau, tu choisis ton fichier DSK, tu transfères à la carte M4 en vérité qui l'écrit sur la carte SD. Et ensuite, tu fais démarrer comme si tu avais poussé la disquette et que tu as fait le Voilà. run guillemets sur ton CPC. Et j'avais dit à l'auteur qui s'appelle, son pseudo c'est Duke, je lui dis ouais, mais ce qui manque, et par contre ce qu'a fait Jed sur la carte Twilight, c'est je dis tous les programmes cassettes, tout ce qui est CDT, on ne peut pas les monter avec la carte M4. On ne peut monter sur son CPC que des disquettes. Et il y a des jeux qui sont sortis sur cassette, qui ne sont jamais sortis sur disquette. Et on peut pas les monter. Donc c'est là que faut avoir si tu as un 6128, c'est bien parce que tu peux utiliser un magnéto externe ou le SVI casque qu'on utilise ou le TZX Duino ou le SVI casque qu'on utilise avec Didier. Mais si tu as un 464, là t'es emmerdé parce que faut mettre une cassette dans le lecteur avec un fil qui sort de la trappe. Enfin, c'est pas très cool tout ça. Alors que si la carte M4, comme l'a fait Twilight, comme l'a fait Jet sur la carte Twilight, pouvait chercher des points CDT comme la Twilight montre des points TAP, ça serait bien.
Et donc peut-être que c'est un mix entre ce que tu fais là, avec cette carte-là, et puis la carte M4, et puis peut-être que le soft pourrait cohabiter dans la M4, et puis comme ça, elle ferait tout ce qu'on veut, quoi. Bon, voilà. Une petite parenthèse sur le CPC. Sur le CPC, je compte rajouter une prise DIN, un peu comme sur le RIC, et directement récupérer le son in, out et la commande magnéto. En fait, directement sur la carte circuit imprimé. Oui, effectivement, il y a des astuces comme ça qui existent, par exemple pour le 6128+, je crois, effectivement, qui a le lecteur de disquette, mais qui n'a pas le lecteur de cassette. Et pareil, il y a des schémas qui disent comment câbler une entrée cassette sur un ordinateur qui n'a pas d'entrée cassette. Et effectivement, j'ai vu des choses comme ça aussi sur les Spectrum Plus 2, où pareil, quand le lecteur de cassette interne était foutu, pour intercepter les entrées-sorties, et puis utiliser un magnéto externe, quoi. Effectivement, greffant une DIN ou des jacks selon ce qu'on veut, puis le remote, ouais. D'accord. Ok. Félicitations en tout cas, Tony. Hein. N'hésite pas à mettre un message sur le forum du CEO quand tu auras posté des trucs sur GitHub. Ouais, quand j'aurai fait les GitHub, ouais, je mettrai à ce moment-là les informations. Ouais. J'ai vu qu'il y avait intéressant. les schémas de Fred 72, c'est peut-être quelqu'un qui habite dans... Je suis en Sarthe aussi. T'es en Sarthe aussi, ouais, Fred, il est en Sarthe. Ouais. Ouais. Donc j'ai vu ces schémas sur son site GitHub. Ça m'a donné quelques idées au début. Après, quand on fait un comparatif entre par exemple, le CPC et le RIC, il y a un gros avantage sur le CPC avec le Z80, c'est qu'il y a une broche sur le bus, c'est le wait. Donc ça veut dire que quand on a des périphériques lents, eh bien le processeur attend. Et donc ça permet facilement, par exemple, de brancher une carte Arduino sur un CPC, sur le bus processeur. Tandis que sur le RIC, il n'y a pas ce genre de commande. Donc on est obligé d'être bien timé. Donc c'est pas forcément... c'est un avantage avec la techno actuelle. Mais c'est pas grave, hein, on fait autrement. C'est sympa aussi. Kenneth, quoi de neuf par chez toi? Là, je vais essayer de relier sur le port parallèle de l'Euric une souris PS2, parce que c'est un protocole qui est assez simple, et en plus, dans les brocantes, on en trouve plein, puisque les souris qui ont le petit connecteur vert, maintenant, plus personne s'en sert. Et en fait, on peut, comme la souris stocke ses valeurs de positionnement, on peut l'interroger n'importe quand. Et donc, par exemple, utiliser l'interruption de l'Euric pour, de temps en temps, scruter ce qui se passe sur le port imprimante. Donc, de faire une demande auprès de la souris, de savoir à quel endroit elle se situe, si les touches sont utilisées. Et ensuite, par petits bouts, faire afficher une flèche sur l'écran, de manière que ce soit totalement transparent avec un programme basique. C'est-à-dire que même pendant l'édition, en bougeant la souris, on voit le curseur se balader. Et avec le programme basique, on ferait une sorte de input, c'est-à-dire qu'on viendrait chercher les points de la souris pour déclencher telle ou telle partie du jeu ou du programme de gestion, faire une interaction entre une souris PS2 et un programme soit en langage machine, soit en basique. Et c'est pareil, je vais utiliser le même boîtier que pour le... Je vais vous montrer. Donc j'avais utilisé un petit boîtier pour faire mon interface joystick, donc compatible
IJK et PASE simultanément. Et dans ce même boîtier, je vais y placer un petit circuit pour interfacer la souris. Et en fait, il y aura deux portes inverseuses, je pense, il n'y aura pas grand-chose. Et ou je sais plus comment je crois. Oui, il y a des portes inverseuses et des transistors. Enfin, j'ai plus le schéma en tête. Et en fait, le principe du PS2, c'est que quand la souris essaye de dialoguer, il faut piloter un transistor pour l'empêcher de parler. Donc, il y a un procédé de coincement des messages venant de l'esclave. Et ça passe là-dedans, quoi. Donc, pareil, on met ça sur le port imprimante. Et de l'autre côté, il y aura un connecteur mini DIN pour la souris. Par contre, je vais être obligé de tricher. Je vais faire ressortir deux autres câbles. Et au bout, il y aura deux prises Europe mâle-femelle d'alimentation. C'est-à-dire que le 9 volts va rentrer d'abord par ma carte pour ressortir pour alimenter le RIC. Ça me permet de prélever du 5 volts pour alimenter la petite carte et la souris qui a besoin d'une vingtaine de milliampères. Ok. Ouais, c'est intéressant. Donc ça permet d'avoir avec très peu de composants quelque chose de très simple à mettre en place. Il faut juste avec un lecteur disquette ou un lecteur Erebus de charger le programme qui va bien et de placer la souris sur le port imprimante. Et voilà, on a un truc complètement fonctionnel, direct. Ça permet d'avoir une vraie souris sur le RIC. Parce que sur l'Amstrad, il y a l'AMX. Le système, il est pas mal fait. C'est une souris qui mémorise non pas la position du point, mais les derniers déplacements produits. Enfin, comment dire? Chaque bit correspond à un mouvement. Donc, on peut lire le contenu de ce registre et après, ça efface tout. Mais ça demande beaucoup de cycles parce qu'il faut surveiller constamment la souris pour éviter les saccades ou des tracés pas précis. Alors que là, avec la PS2, on a, je crois, il y a 512 valeurs. Alors, c'est même pas l'écran, c'est le déplacement relatif. C'est-à-dire qu'entre deux points, si on fait on interroge la souris la première fois, puis la deuxième fois, entre les deux, elle peut mémoriser, je crois, 512 points de déplacement. Donc, c'est vraiment très précis. Et le RIC n'a aucun travail à faire. Il a juste à questionner la souris, elle lui donne la position des points. Et après, ça permet de déplacer le curseur sur l'écran. Moi, j'avais fait le curseur sur l'écran avec une souris Amstrad sur Auric. C'était dans les années 90. Mais dès qu'on se déplaçait rapidement, c'était saccadé, c'était pas terrible. Parce que tout le programme servait pour la souris. Il n'y avait plus de place pour faire autre chose, pour faire tracer des traits et tout. Alors que là, c'est une mise en œuvre qui est très simple, qui est facile. Le circuit imprimé, j'ai déjà fait, enfin, j'ai déjà tracé. Donc, il est tout simple à faire. Et en plus, les souris PS2, on en trouve plein. Et le protocole, il est vraiment très sympa. C'est pas comme l'USB où là, ça demande une bibliothèque comment on appelle ça, pour reconnaître le type de périphérique et tout. Il y a beaucoup de messages et j'ai peur que ce soit un peu lourdingue pour le RIC. Donc voilà. Très bien. Bonne perspective. À nous, King Quest 5 sur RIC. Donc sur la PS2, c'est une liaison synchrone, clock et data, il me semble. Oui, c'est l'esclave qui envoie l'horloge Ouais. à 15 kHz, je crois. C'est entre 10 et... Donc en fait, c'est l'inconvénient, c'est qu'il faut se caler sur l'horloge du périphérique et ensuite on peut communiquer comme ça. Donc il y a juste quelques petits codes à envoyer pour dire on se met en mode chez le mode distant, je sais pas comment ça s'appelle, le mode remote, c'est-à-dire qu'on dit à la souris de ne pas envoyer les données, de les garder en mémoire et de les donner que si on l'interroge. Et dans les données, il y a 4 bits. Il y a la position des boutons, la molette si elle est tournée, et combien de points ont été faits depuis la dernière interrogation dans l'axe des X et des Y. Ok.
C'est bien. Moi seulement, je suis en train de regarder de Rain Panic, un jeu de Grégoire qu'il n'avait pas fini. Il m'a demandé de regarder à son tableau. Donc, je suis en train de regarder les vagues à gérer dans le jeu. C'est Chloé qui a fait la musique du jeu. Je pense qu'on en parlera dans le deuxième trimestre. Il faut le temps que je comprenne comment marchent ces vagues de nuit. Jean-Marc, tu as des news de ton côté? Ah, moi, j'entends pas. Ah, il faudrait qu'il allume son micro. Micro éteint. Vous entendez là maintenant? Ah oui, c'est beaucoup mieux. D'accord. Je disais que côté Auric, j'ai pas de news. D'ailleurs, là, je vais rentrer 3 jours pour un week-end chez mes parents. Je vais peut-être prendre la carte Twilight pour voir si elle marche sur mon Auric historique. Comme ça fera un retour à Jed sur la compatibilité. Et sinon, ces temps-ci, moi, j'étais plutôt dans les tests du SVCAS. J'ai encore envoyé un rapport le week-end dernier à Duncan. J'ai testé avec, alors là c'était plus les consoles ordinateurs, là j'ai testé avec le ECS sur Intellivision, j'ai testé avec le Compumed sur Atari 2600, j'ai testé avec qu'est-ce qu'il y avait comme ordinateur, j'ai testé avec le TI 99 4A de mémoire, et il y en a un autre avec lequel j'ai testé, je ne sais plus lequel. Je sais qu'il me reste encore à tester avec le Enterprise et le Lynx. Alors, sur certains, ça marche tout de suite. Sur d'autres, j'ai essayé plusieurs combinaisons, ça ne marche pas. Par exemple, sur le TI 99 4A, Duncan me dit que il a regardé, il a utilisé un émulateur, il a regardé la forme d'onde et il m'a renvoyé une forme d'onde en me disant est-ce que tu peux la mettre sur la carte SD et essayer de recharger ça dans un TI 99. Donc ce week-end je ne suis pas là, donc je n'aurai pas le temps, je m'en occuperai le week-end prochain. Mais même sur des ordinateurs qui sont censés marcher comme le TRS 80, moi ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que le signal est trop faible. Alors peut-être que ça vient de mon exemplaire. Et j'ai l'impression que sur d'autres modèles comme le CS, qui est le complément informatique de la console à télévision, c'est à peu près le même genre de gag, parce que j'ai essayé avec les fronts montants, les fronts descendants, les phases à 0,580, pour ceux qui connaissent pour la génération du signal. Ça ne marche pas. Normalement, il m'avait dit que la phase, ça ne servait que pour l'enregistrement, que pour la lecture. Donc effectivement, j'ai fait toujours 3 tests d'enregistrement. Bon, je reprendrai mes tests plus tard, mais voilà mon actualité 8 bits du moment, c'est ça, c'est les tests avec tout ce que j'ai sous la main du SVCAS, quoi. Et puis à chaque fois que j'ai un truc qui marche avec certains réglages, Duncan me dit je me le mets à jour dans l'avant-dernière page, là, tel ordinateur, tel settings, tel ordinateur, tel settings. Et je sais que sympa. il m'a proposé à un moment donné, mais j'étais pas très chaud. Je lui ai signalé qu'il manquait des schémas de chargement sur l'Atari 800, pas sur la série des Atari 8 bits. Il avait juste câblé, alors je sais plus si c'est C-Save et Claude, quoi. Mais il y a d'autres modes. Il y a un mode save et il y a un mode de je sais plus quoi pour charger du langage machine. Il les avait pas du tout implémentés. Et je lui dis tiens, je n'étais même pas au courant. Il a regardé, il a dit oui, c'est vrai. Il les a rajoutés dans son firmware. Puis il m'a dit écoute, si tu me renvoies ton SVI, je te le mets à jour, je te le renvoie. Je lui dis je suis pas très chaud, petit 1, à l'idée qui se balade. 2, ça va encore coûter des sous. Et puis surtout, la douane pourrait me refaire payer les frais sur un truc que j'ai déjà payé, quoi. Et par contre, j'ai dit, mais est-ce que tu as peur que ton code source soit dans la nature? Y a-t-il pas moyen que tu fournisses ton firmware? Et puis, avec les moyens du bord, que je flash les probes. Et
volontairement, involontairement, il a fait le mort sur cette question. Il a fait comme il a éludé, quoi. Il est bon, tant pis, on verra plus tard. Mais il n'a pas répondu à la question de pourquoi on ne peut pas le faire nous-mêmes, flasher le firmware. Voilà, c'est ça. SVICAS, Anthony, c'est un émulateur de cassette aussi. Sauf qu'il est multiplateforme, il y a un beau petit écran et on peut écrire. L'avantage, c'est qu'on peut écrire les pointables dessus. Il ne contente pas que de lire. Il n'est pas branché. Alors l'écran, vous ne le verrez pas. Je n'ai pas le mien sous la main. C'est un Australien qui fait ça, alors ça coûte une blinde. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là, on a la carte SD full size. Là, l'écran, alors tactile, mais le petit stylet pour lire, comme un pan pilote, là. Et là, on a les connecteurs. Donc ça, c'est l'anime en 9 volts. Et puis, ça, c'est remote, record en jack. Et puis, playback en jack. Voilà. Je ne vais pas vous le mettre sous tension parce qu'il faut que je branche mon transfo là-bas. Voilà. Puis comme je pars tout à l'heure, on va faire le déballage. D'ailleurs, je me demande si je peux le prendre avec moi pour le week-end. Et donc, ça émule lecteur de cassette sur la plupart des ordinateurs 8 bits. Comme je vous disais, je fais des tests de compatibilité puisque, contrairement à Duncan, moi, j'ai les vrais ordinateurs physiques pour tester. Donc, je lui fais mes comptes rendus et puis, s'il peut, il essaye d'améliorer ses schémas ou de voir les réglages. Et il le livre. Si vous achetez le all-in, si vous faites le all-in, il fait aussi des adaptateurs spéciaux. Par exemple, ça c'est l'adaptateur avec les Atari. Ça c'est l'émulateur Atari SIO. Enfin, c'est la prise pour SIO Atari. Ça c'est écrit dessus, c'est quand même pour salut, c'est la prise CBM. Ouais. Pour la famille des Commodore VIC-20. Tiens, j'ai pas essayé sur le VIC-20. Il a la câble, le VIC-20. Alors. Et puis, d'où le nom de l'appareil. Ça, c'est pour les ordinateurs Spectra Vidéo SVI. D'accord. Comme le 318 ou le 328. Voilà, donc il fait les petits adaptateurs comme ça, et puis voilà. Sinon, après, sur un ORIC, il faut un DIN pour le RIC et puis un jack pour ça. Ça marche avec le ZX81, ça marche avec le ZX Spectrum, ça marche, je l'ai testé, lui, justement, pareil, Duncan, donc il l'avait testé, je ne sais pas comment, sur un BBC Micro. Puis il était parti du principe que ça marchait out of the box avec un Electron. Et je lui ai dit, non, pour l'Electron, il y a des menus par défaut. Quand on allume l'appareil, il y a un menu par nom de machine. Et donc, quand on choisit le menu, l'appareil reçoit les réglages en termes de... comment je vais expliquer ça, moi, en termes de décodage, en termes de phase, de crête, etc. Et a priori, puisque c'est le même fabricant, le réglage BBC One, BBC Micro, devait marcher sur l'Electron. Et je dis, non, sur l'Electron, il faut faire une inversion de phase par rapport au BBC Micro. Ah bon, je lui dis, je peux t'envoyer les fichiers, tout ça. Donc du coup, il a dû documenter, attention, quand vous voulez utiliser un électron, allez mettez-vous mode BBC, mais inversez la phase. Voilà. Effectivement, la plupart des tables Duino et compagnie ne font que la lecture et il n'y a pas beaucoup de périphériques qui font en même temps l'enregistrement.
J'avais pensé à la rajouter Ah. cette fonction dans le SP32. Ouais, je pense que c'est le meilleur truc qu'on puisse faire pour l'Auric. Parce que à l'enregistrement, ça ouvre quand même des possibilités sympas, quoi. Donc ça, c'est des choses. Maintenant que j'ai fait la restitution, l'enregistrement, ça va pas être très compliqué, puisque c'est quasiment du signal carré qui sort, donc détection de front Ouais, la puissance pour trouver les doit être fréquences. suffisante. Ouais, c'est juste de la FSK en radio, on utilise ça très souvent. Et puis, comme je pense toujours, hein, on n'a pas besoin de le faire en temps réel. À la limite, avec les contrôleurs qu'il y a maintenant, tu mets tout le wave dans une mémoire tampon et tu le transformes en tape à la fin. Hein, c'est tout, à la limite. Ouais. Effectivement. Et J'ai vu après, il qu'il y faut avait savoir le faire. Voilà, il y a des bibliothèques. Je pense que c'est assez pas très compliqué. Il y a des étapes à faire. Faire un petit programme tout bête avec 2-3 lignes. Ensuite faire un CSEV, enregistrer ça en fichier web. Il y a des petits utilitaires qui permettent de transformer ça en TEP. Et puis après, à partir de là, on a un fichier exemple pour pouvoir recoder, on va dire, en quelque sorte, le système en temps réel dans un ESP32. Donc ça, je pense que après, c'est juste une question de temps pour développer ça. Voilà. Puis l'autre truc que j'ai en réserve, là, j'ai cotisé au test de Attack of the Pesky Robot, là, s'il y en a qui l'ont testé ici. Il y en a qui ont testé Attack of the Pesky Robot. Remarque, tu as testé? Pas vu? Bruno, tu l'as regardé? J'ai regardé, j'ai vu l'intro avec la musique, c'est vraiment sympa. Mais le jeu en lui-même, C'est je super l'ai bien essayé fait, un je peu. trouve. Ouais, je l'ai essayé un peu comme ça, mais j'ai pas été au bout. Ouais, il faut aimer, quoi. Mais le jeu est quand même remarquablement bien fait. Ouais, l'adaptation est vraiment bien faite. Ouais. Ouais. On n'a pas l'impression qu'on est face à un Auric en mode texte qui scrolle dans tous les sens. Ouais, c'est vrai. Et donc le dernier truc qu'il faut que j'arrive à prendre le temps de faire, c'est savoir comment on peut utiliser les Rebus pour recharger des parties déjà rechargées. En fait. Ouais, en fait, le truc, c'est de tricher avec. C'est-à-dire que quand le premier morceau est enregistré dans l'ordinateur, en page 0 et en page 2, j'ai laissé il y a des valeurs qui correspondent au dernier cluster utilisé, les octets dans le cluster à l'endroit où il se trouve. Enfin bref, il y a des repères. Et faut le sauvegarder cette partie ailleurs parce que quand le prochain segment va se charger, du coup, ça va tout se modifier. Et ensuite, garder dans une bibliothèque toutes ces valeurs à un autre endroit pour dire ah bah ça c'était la musique du jeu, ça c'était machin. Et après, on peut revenir. Si on replace ces valeurs, on arrive à duper les Rebus et retrouver les fichiers d'avant. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, j'ai un peu de mal. Après, on peut, à partir de Rebus, comme le système est complètement ouvert, on peut écrire, comment dire, on peut écrire dans la carte SD puisque c'est le code qui se trouve dans la banque, enfin en overlay par rapport à la ROM, qui crée les codes. Donc en fait, on peut mettre tous les codes de la carte SD que l'on veut, y compris ceux qui consistent à écrire dans la carte SD. Donc les Rebus peut écrire. Et on peut même faire en mémoire vive un code qui permet de reconnaître les cartes SD haute densité, puisque le hardware est compatible avec tout. Après, c'est que du code. Moi, j'ai mis juste le code de base pour des cartes de petite capacité, pour que le projet sorte pas trop tard. Je voulais pas faire un truc multi-compatible. Juste faire quelque chose qui fonctionne bien, qu'on puisse lire les jeux et les faire tourner. C'est vraiment le truc de base, mais c'est complètement libre, quoi. Surtout que dans la mémoire,
il y a 16K pour la ROM, il y a 4K pour les Rébus, et il y a 2 blocs au milieu de 16K qui sont vides, donc on peut graver ce que l'on veut. 2 blocs ou un bloc? En tout, il y a 4 blocs de 16K dans la mémoire, et les 2 blocs du milieu sont vides. Moi, j'ai déjà assemblé tout source. Vu que tu me dis que tu faisais tout à la main, tu récupéreras le source complet de l'EPROM. Pardon? J'ai déjà assemblé l'EPROM complète. Ah oui. Ouais, il y a donc, je mets des labels, sur la D'accord. partie, la 4e partie. Donc. D'accord, ouais. Au fur et à mesure que je lis tes notes, je mets les labels. Donc, on aura En fait, moi, ce que j'avais fait pour lire, pour imprimer le code, en fait, dans l'émulateur Euricutron, j'ai viré la ROM et j'ai mis Rebus à la place. Donc, ça peut pas marcher. C'est-à-dire, dès que je démarre Euricutron, ça plante complètement. Par contre, rien ne m'interdit d'utiliser l'éditeur, enfin, qu'on appelle ça le moniteur. Et là, je lis le contenu simplement. Donc, je peux imprimer les morceaux que je veux. Simplement, c'est Rebus à place d'EPROM. D'ailleurs, il y a des endroits, il y a des fois, on voit des labels qui sont un peu bizarres, mais c'est les labels qui correspondent à, comment dire, je crois que ça accompagne l'émulateur. Il y a une bibliothèque de labels. Une bibliothèque de labels, et du coup, ces labels, ils apparaissent, mais ça ne veut plus rien dire, quoi. Mais c'était juste pour moi, pour imprimer. Okay. Je ne sais pas si tu as déjà vu les précédentes visus, elles sont presque toutes montées, plus ou moins purgées, ça dépend un peu de ce qu'on a dit. Et elles sont toutes visibles sur la chaîne du CEO, sur la chaîne du Club Euro Paris. D'accord. Okay, donc la prochaine fois, je pense qu'on pourra montrer pas une panique là, de Grégoire. Je pense que j'aurais trouvé comment faire les tableaux avec ces gouttes d'eau à éviter. Ça fait un peu comme mode les petits jeux qu'on avait là sur les prédécesseurs de la Nintendo Game Boy. Ah oui, il y a quelques années, je faisais des jeux pour les enfants avec leur Nintendo DS. Ah ouais, bel effort. Ouais. Le SDK était bien fait. Ouais. Au fait, il y a combien d'adhérents? On doit être, je n'ai pas compté ces derniers temps, on doit être 45 à peu près. D'accord. 45, donc quelques actifs hard, donc Kenneth et Jérôme principalement. En soft, le principal c'est JB. Déjà, on sait que je regarde sur eBay, la prise Spiritel, je crois que c'est Radio, je ne sais plus comment il s'appelle, qui fait ça, elle est vraiment bien faite, la prise Spiritel avec le câble d'alimentation. Je crois qu'il y en a 800 qui s'en s'est vendu. Donc, ça indique qu'il y a beaucoup d'utilisateurs d'Auric. Rien qu'avec le cordon Péritel qui se vend sur eBay. C'est Yann Pridley de Retro Computer Shack. Oui, c'est ça. Il ne le fait plus en plus en ce moment-ci. Bah, dans le passé, il a eu des problèmes de santé. Il a eu une maladie, je ne sais plus trop, je me souviens plus ce qu'il a eu. Et ça l'avait obligé à réduire son activité. Et soit parce que les affaires ne marchent pas, et je ne sais pas trop. Effectivement, avant, quand tu tapais Retro Computer Shack, tu avais plein de pages de tous ces câbles pour toutes ces machines qu'il faisait à l'époque.
Et maintenant, tu t'en trouves une de temps en temps. Et quand tu trouves dessus, on te dit que sa boutique, elle ouvre que 3 jours par semaine. Enfin, genre, si tu commandes le lundi, ta commande ne sera pas traitée avant le mardi. Ou ça apparaît, ça disparaît d'eBay ponctuellement en fonction des jours où il peut travailler. Mais j'avais échangé avec lui, enfin, j'avais échangé pour la bonne année, j'avais envoyé un petit message, parce que j'ai été pas mal client avec lui, et bah, concernant par exemple la prise avec Loric, il avait fait une première version, et moi elle marchait pas chez moi parce qu'il y avait des masques qui n'étaient pas connectés sur mon téléviseur de l'époque. Et il avait câblé des masses, il me l'avait renvoyé. J'avais dit là, c'est bon. Il avait dit, bah maintenant, c'est ça que je vais implémenter. Je vais faire une V2 de mon câble. Et puis voilà, moi j'ai acheté des câbles Péritel pour Auric, pour Amstrad, pour plein d'ordinateurs, y compris des Alim Amstrad pour les brancher sur la télé en n'utilisant pas l'écran Amstrad, etc. Et donc, il y a une époque, j'étais un bon client, voilà. Et puis, très légèrement, à ma façon, en tout cas sur le câbleric, par ma contribution sur mon téléviseur Philips de l'époque, je l'ai aidé à améliorer le concept, quoi. Bonjour. Donc on va approcher des dernières minutes. Donc je vous encourage tous à ce qu'on se retrouve sur le forum du CEO. Anthony, hein, je pense que tu dois y être inscrit parce qu'il y a que là que j'ai communiqué cette fois-ci. Des fois, je communique sur Facebook ou dans d'autres forums, mais là, il n'y a que là que je l'ai fait. Donc, on a reçu un courriel. Ah oui, non, les membres du club ont reçu un mail, oui. Ah d'accord, ok.